Bonjour à tous, chers auditeurs de Ficelle. On se retrouve pour la 13e émission déjà de notre hebdomadaire sur l'Euroleague. Cette semaine, et Dieu sait qu'elle a été belle avec de belles performances, il me fallait une équipe de choc. Corentin ne pouvait pas être là, je prends la présentation et avec moi, il y a Mathieu. Salut Mathieu. Salut Romain, salut les gars, salut tout le monde. Et pour compléter ce trio de choc, il est de retour. He's back. C'est Olivier. Bienvenue parmi nous, Olivier. Salut Romain, salut Mathieu, salut à tous. Oh, c'était bien triste comme bonjour pour un retour. Ouais, non, c'est terrible. J'ai une telle déception de ne pas avoir pu être là pendant si longtemps que du coup, voilà, je contiens mon émotion pour pas, comment dire, vous écraser sous ma joie débordante. C'est l'authenticité à la Vincent Delerme. Voilà, c'est ça qui nous manquait, c'est les petites phrases d'Olivier. Et du coup, on va en profiter pendant une bonne heure lors de cette émission. Et du coup, on va débriefer cette journée 21. Et ce que je vous propose, c'est de tout de suite partir sur ces résultats. Et du coup, je vais vous les présenter avec le Zénith qui s'impose 85-78 contre l'Anadolu, le Panathinaikos 94 face au Khimki 78, le Maccabi Tel Aviv qui s'impose, on le verra un petit peu plus tard, dans la douleur et avec peut-être une petite polémique contre le Real, 86-84. L'Asvel dispose de Valence, beau résultat de nos Français, 90-77. Milan continue sa bonne série face au Bayern, un bien triste Bayern d'ailleurs, 75-51. Le duel, le choc, on l'avait déjà présenté la semaine dernière, il a eu lieu et la surprise était là. Le Fenerbahçe s'impose à Moscou 89-83. L'Étoile rouge s'incline contre Barcelone 72-60. Le Zalgiris prend le meilleur sur l'Olympiakos 80-79. Et enfin, le dernier match de la semaine se déroulait à Vitoria où Baskonia s'incline 77-84 contre une belle équipe de Berlin. On a fait le tour de ces résultats, on se lance pleinement dans notre émission. Du coup, messieurs, on veut faire un focus sur 3 matchs en particulier. Par lequel vous voulez commencer? Je me permettais juste, Romain, de préciser qu'il y avait eu le rattrapage du match de la 19e journée entre le Real Madrid et l'Étoile Rouge de Belgrade qui s'était imposé à Madrid. Et qu'il y avait eu aussi le rattrapage du match de l'Asvel, donc le match retour contre l'Olympiakos avec cette fameuse défaite dont la fin de match aussi a fait polémique, mais plus dans la gestion, défaite de l'Asvel, donc 69-63 au Pirée. Effectivement, cette fameuse faute qu'on fait alors que TJ Parker l'avait demandé. On pourra peut-être en parler un peu plus tôt. Je sais qu'il y a peut-être une possibilité pour qu'elle apparaisse dans ma chronique, mais je ne veux spoiler personne. Du coup, on attaque par quoi pour se faire plaisir? On garde le meilleur pour la fin, comme on dit? Ah Vas-y. oui, bah, est-ce qu'on attaque directement sur la polémique? Allez, attaquons par les choses qui fâchent, Olivier, vas-y, je t'en prie. Alors, donc dans la confrontation entre le Maccabi Tel Aviv et le Real Madrid, donc un match qui se déroulait à Tel Aviv, qui a vu les locaux s'imposer sur le score de 86-84. Voilà, donc le match globalement a été assez disputé, hein, avec ce qui est très caractéristique du Maccabi, un joueur qui a tiré la couverture à lui et qui était Tyler Dorsey, donc l'ancien NBAer, là, qui s'en sortait avec 30 points, à 7 sur 9 à 2 points, 4 sur 5 à 3 points, 36 d'évaluation, donc qui en a fait voir des vertes et des pas mûres au Real Madrid. Avec Madrid qui, bah, de son côté, a été vraiment porté par Tavares et Tompkins. Bref, toujours est-il qu'en fin de match, euh, alors que les équipes étaient à égalité, euh, Jeffrey Taylor, qui était rentré pour se coltiner Dorsey en défense, se voit siffler une faute sur Othello Hunter, une faute qui a eu lieu avant que la remise en touche soit faite et donc considérée comme antisportive, et donc les lancers francs pour le Maccabi. En ce qui me concerne, je j'ai pas vu où est-ce qu'il y avait faute, hein. Il siffle un charge, donc une espèce de passage en force. Othello Hunter ne floppe même pas, donc il y a juste un choc, mais le joueur ne tombe pas. La faute est sifflée, donc panier pour le Maccabi, je crois qu'ils en mettent un sur deux.
Et derrière, il me semble que il y a de nouveau une erreur arbitrale avec Taylor qui essaie de couper la trajectoire de passe pour Wilbekin. Wilbekin, en tout cas moi de ce que je vois sur l'image, la retouche. La balle sort en touche et donc devait être pour Madrid qui devait avoir la possession pour éventuellement prendre l'avantage. Et la balle est rendue au Maccabi. Alors derrière, Madrid gère mal et Carroll perdra la balle. Enfin, perdra la balle, ratera le tir. Ou perdra la balle, je sais plus exactement, je l'ai pas revu récemment. Mais bon, voilà, toujours est-il que cette fin de match, qui aurait pu être à suspense, mais avec de la justesse, pour moi était vraiment entachée de ces erreurs d'interprétation. Je sais pas ce que vous en pensez, les garçons. Mathieu, est-ce que toi, tu as un petit mot à dire sur cette fin de match un peu polémique? Tu as pu voir les Bah, images? ouais, j'ai vu un petit peu juste sur la fin de match et c'est vrai que c'est toujours un petit peu décevant pour le spectateur, voilà, de voir une décision finale qui se joue sur ce genre de détails. Après, j'ai envie de dire, cette équipe du Maccabi, je l'ai vue de nombreuses fois jouer, de nombreuses fois, elle a eu des matchs sur le fil qui peuvent se jouer sur des petits détails. Là, le soir-là, ils ont réussi à prendre une belle victoire face au Real. Pour le moral, c'est intéressant. Et je pense pas que ça va traumatiser plus que ça Madrid. Donc bravo à eux et belle performance, ouais, effectivement, de Tyler Dorsey. Et dans Maccabi, en forme, hein, ils sont en train de se relancer comme on avait pu le prévoir là. Ils enchaînent pas mal. Je connais plus exactement leur dynamique, mais je vais vous dire ça en quelques secondes, le temps de meubler avec une petite chanson d'ascenseur, si vous voulez bien. Je l'ai Ils en sont donc déjà. à 1, 2, 3, 4, 5, 5 victoires sur les 7 derniers matchs. Donc c'est. Voilà. Ils sont en train de se relancer. C'est une équipe qu'il faudrait que je reprenne le temps de voir jouer. Peut-être qu'il a changé Ça, aussi ça ses vaut pas le coup. rotations. Ça vaut pas le coup. Non, en fait, pour le bon rapide, les rotations, on en parlait avec Romain l'autre jour là. Les rotations ne changent pas vraiment. Par contre, je pense que c'est Sferopoulos qui gère bien ça. Ils ont cette capacité à quasiment à chaque match responsabiliser un nouveau joueur. Donc ça peut être Brian, ça peut être Wilbekin, là c'était Dorsey. Euh, et avec des intérieurs qui ont aussi des profils très différents, avec Zizic, Bender, qui est un peu mieux, hein, il faut le souligner, Othello Hunter. Le retour de Zosman, le retour de Caspi, donc ils ont une capacité à gérer les choses. Je vois pas de système fondamentalement ultra structuré. Par contre, des mecs qui peuvent être responsabilisés différemment en fonction des matchs, et donc difficile à scouter cette équipe. Et du coup, ils sont vraiment, vraiment dépendants de la réussite du playmaker du jour, ce qui explique qu'ils aient perdu des matchs de peu. Mais d'un autre côté, bah, vu qu'ils ont quand même beaucoup de talent, ils sont difficiles à apprendre, j'ai l'impression. Et Ton je avis sur rajoute. la partie, Romain? Oui. Bah alors sur le match, il y a eu un match très intéressant, une belle opposition de style. Le Real avait parfaitement débuté le match et c'était du jeu à la madrilène avec la patte de Pablo Lasso. C'était du très bon basket. Et puis du coup de l'autre côté, comme le dit Olivier, c'est un soir où il y en a un des on va dire des trois quatre gros joueurs du Maccabi qui prend feu. Tyler Dorsey ramène quasiment l'équipe à lui tout seul dès la fin du premier quart-temps. Euh, et puis, j'ajouterai un truc, c'est que au-delà du fait d'avoir une tête capable de sortir du lot, euh, si on n'arrive pas à détecter de vrais systèmes du côté du Maccabi, il y a un truc qui maîtrise grandement, c'est le jeu de pick and roll, et ils font énormément de dégâts là-dessus. On a eu l'occasion d'en discuter aussi en off. C'est l'impression que ça m'a laissé cette équipe du Maccabi, c'est que c'est pas forcément très léché comme jeu, mais alors qu'est-ce qu'ils sont redoutables sur pick and roll. Dorsey s'en est parfaitement servi. Et finalement, ça a payé face à un Madrid qui n'a pas trouvé les bonnes ressources pour s'imposer. Euh, voilà, comme d'habitude, hein, bonne utilisation de Tavares. Ça, de toute façon, je crois qu'on sera obligé de faire avec, enfin, surtout les équipes adverses seront obligées de faire avec tout au long de la saison. Trey Tompkins, qui effectivement fait un beau match. Euh, il manque peut-être, je ne sais pas si vous avez le même ressenti, il manque peut-être un joueur très stable à côté de ce joueur-là qui est Tavares. Ah, il manque Anthony Campazzo, Randolph, quoi. voilà, il manque Anthony Randolph. Et puis j'ai l'impression que Abalde n'est pas encore arrivé à ce niveau où
être régulier toutes les semaines, apporter tout ce qu'il a apporté. Il n'a pas encore franchi cette étape, on lui en veut pas. Il vient d'arriver dans un système énorme et il découvre le très 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 haut niveau et l'exigence. Mais du coup, est-ce que le Real ne mériterait pas une petite retouche, un petit joueur supplémentaire capable de faire ce lien avec Tavares dans la peinture? On sait, alors, est-ce qu'elle est sûre ou pas? Il y a une rumeur qui potentiellement enverrait Jordan Lloyd au Real. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Je ne sais pas, mais est-ce que pour vous, c'est un joueur qui est capable d'être ce petit plus pour le Real? Moi, je suis pas convaincu. Je pense effectivement qu'une petite retouche pourrait être intéressante. J'ai pas trouvé de joueur qui aurait le profil idéal, mais Jordan Lloyd, moi, ça me branche pas du tout. Ouais, il y a plusieurs aspects, hein. J'ai l'impression que le Real, il y a les joueurs en fait qui garantissaient un niveau plancher assez haut, Rudy, Liul, etc., sont quand même en perte de vitesse. Euh, il- je vais être un peu incisif, mais des joueurs comme Jeffrey Taylor et Nicolas Laprovitola, pour moi, n'ont pas le niveau du Real Madrid. En tout cas, pas le niveau d'un Real Madrid qui veut jouer le Final Four. C'est de très bons joueurs et c'était certainement des bons joueurs d'Euroleague, mais là, ils sont pas au niveau. Euh, Alberto Abalde, en gros, si on veut le responsabiliser à la création, il faut le dégager d'une tâche défensive parce qu'il peut pas faire les deux. Il peut pas être un excellent défenseur comme il était à Valence et en même temps faire suffisamment de playmaking, ça marchera pas. Et moi, je suis convaincu que ces qualités de playmaking, elles sont vraiment à exploiter. Donc, plusieurs possibilités. Soit on rajoute un joueur qui peut être responsabilisé à la création, et je crois pas que Jordan Lloyd soit suffisamment propre pour le Real Madrid, mais qui est-ce que ça pourrait être, je sais pas. Euh, Soit on rajoute un profil un peu défensif, type 3D, mais ça c'est plus facile à récupérer. Et à ce moment-là, on dégage vraiment la création à Baldé. Euh, bon, quoi qu'il en soit, en perdant Campazzo, ils ont perdu du niveau plafond. En perdant Randolph, ils perdent le régulateur offensif et défensif. C'est délicat. Et puis c'est compliqué d'avoir à réajuster parce que Randolph, tu vas le récupérer à un moment, donc il faut pas non plus prendre un mec de son profil là. Je pense que l'assaut, il essaie de jongler, il sait qu'ils vont aller en playoff et à partir de là, les rotations vont se réduire et il a l'équipe pour aller loin, mais il faudra prendre des décisions, je pense. Ouais. Moi, je vous avoue que effectivement, la rumeur Jordan Lloyd m'intéresse pas vraiment. Je vois pas qu'est-ce qu'il viendrait faire dans cette équipe. Euh, Je pense plutôt qu'effectivement, il faudrait se pencher sur un profil plutôt, euh, voilà, essayer de remplacer Campazzo numériquement, qui Mhm. apportait quelque chose et un profil finalement que ben, n'a pas un Laprovitola. Euh, alors, c'est pareil, Carlos Alocen est beaucoup trop jeune pour qu'on lui demande d'arriver à faire tout ça. Et c'est vrai que ça crée un énorme trou dans cet effectif du Real, qui pourtant est diablement efficace et diablement talentueux comme effectif. Est-ce, est-ce qu'on y touche? Est-ce qu'on n'y touche pas? Je ne sais pas. À voir. Est-ce qu'il y a une inquiétude? Ils sont à 3 défaites en 4 matchs. J'ai pas l'impression que ça les panique plus que ça. Ils avaient commencé aussi par 4 défaites en 5 matchs, puis ils avaient trouvé leur rythme. Pas d'inquiétude, les garçons. Le Real vont faire comme d'habitude. Ils vont gérer la saison régulière, les affaires courantes, et puis on se donne rendez-vous en playoff, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. L'ajout idéal, ça aurait été Thomas Hurtel, évidemment. Parce que là, tu résous la question du playmaking et du niveau plafond. Bon, a priori, ça se fera pas, mais moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Mathieu, pareil, pas d'inquiétude. Non, pas d'inquiétude non plus. Ils iront en playoff tranquillement et là, ils sortiront le couteau entre les dents. Très bien. Du coup, on attendra ce Real avec impatience en post-season, comme on dit. Du coup, puisqu'on a dit qu'on gardait le meilleur pour la fin, on peut enchaîner avec un Zénith Anadolu qui, je vous avoue, m'a régalé. Je finis par définitivement être amoureux de cette équipe du Zénith. On lui a consacré notre débat la semaine dernière et il continue de confirmer tout le bien qu'on pense d'eux avec un très très bon collectif. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match, les garçons? Moi, mon impression, mon ressenti, c'était une équipe très appliquée, avec
une vraie volonté de faire vivre un collectif, une grosse qualité défensive et on va dire un esprit un peu opportuniste aussi du côté du Zénith. Et de l'autre, une équipe de l'Anadolu qui puise beaucoup les ressources de ses stars, qui s'appuie beaucoup sur les mêmes joueurs, qui manque de solutions, un peu un jeu brouillon en attaque et des trous d'air en défense assez terribles. Enfin, le match a été finalement assez serré avec un money time assez intéressant à regarder, mais pour moi, la maîtrise a été totalement du côté du Zénith. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Le, le Zénith, depuis le début de la saison, on a l'impression qu'il joue une partition. Je veux dire, tu mets de la musique classique en fond et ça se déroule, c'est tellement fluide, chacun connaît son rôle, ils savent tout ce qu'ils doivent faire. Euh, Quand tu prends vraiment le roster, les minutes jouées par chaque joueur à chaque match varient énormément. Euh, En ce moment, Zubkov marche sur l'eau. Là, il joue 20 minutes. Il est encore à 50% à 3 points. J'en parlais avec Corentin. Là, il me fait penser à Vorontsevich sur cet aspect très propre, capable de scorer, joueur de collectif. Quand Baron va pas bien, Rivers va bien. Quand Rivers va pas bien, Stylonis va bien. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et vous en parlez dans l'émission très justement. C'est difficile en fait de se dire que le Zénith peut continuer à être aussi performant. Et pourtant, il continue à taper des gros. On avait dit au sujet de l'Anadolu que si Larkin et Misic étaient en forme en même temps, c'était une équipe très solide. Mais là, Misic et Larkin ont été relativement en forme en même temps. Et malgré ça, ils sont passés à la trappe. Voilà. Je sais pas jusqu'où ça ira le Zénith, mais c'est très costaud. Je leur vois pas de faiblesse finalement. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de faiblesse. C'est une équipe qui pour moi, a vraiment une très très forte défense, mais derrière, qui en plus est capable de faire du jeu structuré sur demi-terrain et qui profite de chaque occasion de jouer de la transition pour aller chercher les bons paniers. C'est parfait, quoi. Rien n'est forcé. Ouais, c'est ça, rien Absolument. n'est forcé. Et on dit que rien n'est Je forcé suis- dans une équipe dans laquelle il y a Rivers, Austin Hollins et Billy Baron. Je veux pas qui ont dire que c'est des finalement, forceurs, mais bon. ils ont finalement trouvé leur rôle et ils respectent une hiérarchie bien définie par Xavi Pascual. Et c'est Mm. vrai que des joueurs qui, dans leurs équipes précédentes, ont parfois pu tirer un peu la couverture sur eux, là, ils respectent absolument la volonté du coach et ça donne quelque chose de très intéressant. Et ce qui fait d'eux des éléments encore plus dangereux. Euh, Ils n'ont pas le talent de certains dans cette ligue et pourtant, ils sont là et ils font bien le travail. Baron est un sniper assez rare dans cette compétition. C'est super, super intéressant. Et puis, du coup, pour revenir un peu sur le match, le Zénith a clairement tué la rencontre assez rapidement. Euh, Ils mettent 28 points en 10 minutes dans le premier quart-temps. Avec beaucoup, alors j'ai beaucoup aimé leur style dans ce premier quart-temps. C'était beaucoup de drive et pour faire une petite référence au rugby, il faisait souvent cette petite passe avant contact qui créait le décalage. Et l'Anadolu n'a jamais su répondre à ça. Et ensuite, dès le début du deuxième quart-temps, ils mettent un 11-0. Il y a déjà quasiment 20 points d'écart. Ensuite, ça n'a été que gestion de l'écart. Good 80 valide un double-double en trois quarts-temps. Un Donc, de plus. voilà, un de plus, et celui-là, il est clairement dans les révélations ou dans le renouveau, parce que bon, ça reste quand même un bon joueur, mais il avait eu quelques soucis, et du coup, là, on le revoit à un très bon niveau, et du coup, il nous régale, toujours grâce à son fidèle Pangos qui lui sert de distributeur à bon ballon. Euh, et puis j'ai remarqué un truc, alors là c'est vraiment les experts qui vont, qui vont pouvoir se régaler, mais le Zénith a une fâcheuse tendance, dès qu'il y a un pic qui se joue de manière rentrant, donc c'est-à-dire qui va allez, on va dire de 45 degrés vers l'axe du panier, et bien à l'opposé du ballon, vous regarderez, il y a toujours un pic qui va servir de flair à l'autre extérieur. Ouais. Et c'est très chorégraphié et en même temps, ça mobilise toute la défense côté faible et ça laisse des espaces et des possibilités infinies pour le créateur qu'est Pangos. Regardez cet aspect du jeu, c'est hyper intéressant. On l'avait souligné là, dans les attaques, hein, parce que
toutes les attaques partent d'un pic central quasiment, ou d'un pic à 45 de Gudaitis ou de Will Thomas. Le seul joueur immobile sur l'action, c'est toujours le joueur qui est dans le corner côté fort. Tous les autres sont en train de bouger. Et du coup, c'est impossible à défendre, quoi. Tu peux pas anticiper parce que des joueurs comme Ponitka ou Casey Rivers, ils sont capables de jouer le spot-up, mais ils sont aussi capables de rentrer, d'aller se lâcher. C'est très difficile à défendre. Alors l'alternance entre le flare screen, entre le pick and roll classique, entre un dive, enfin, c'est illisible pour une équipe en plus. Hein. Donc c'est Javi Pascual, le masterclass, hein. Coach de l'année. Bah, il Ah, faut en prendre cette direction. Et je voulais votre avis concernant l'Anadolu parce que enfin, moi je suis extrêmement déçu de ce que je vois à chaque fois que je les regarde depuis le retour de Shane Larkin en fait. Là on a un Vasilij Micic qui je trouve ces derniers temps prend vraiment ses responsabilités à bras le corps. C'est même lui souvent qui porte l'équipe. Je trouve que en plus l'absence de Tibor Pleiss, ben, mine de rien elle se fait vachement ressentir. Ah bah et alors oui. là, et l'année dernière, sur le jeu, je trouvais que Shane Larkin profitait d'ailleurs beaucoup de Tibor Pleiss, notamment sur les pick and roll, qui lui permettait de lui créer un espace suffisant pour ouvrir son shoot. Par rapport à Mike James, je trouve que c'est pas un joueur qui est aussi vif et aussi technique balle en main. Et là, je trouve que voilà, il peine à aller chercher ses paniers. Alors, il fait quand même un match à 20 points, mais je trouve que des fois, il ralentit le jeu et on ne sait pas vraiment ce qu'il apporte. Ouais. Moi, c'est assez juste, j'ai l'impression que c'est surtout tous les role-players de l'Anadolu qui font pas leur boulot en ce moment. Euh, Tu vois, moi, un de mes joueurs préférés de Rolex, c'est Krunoslav Simon. Il est vraiment dans un trou là, en ce moment. C'est très compliqué. James Anderson aussi. Bah alors, je regarde les évals vite fait là. Rodrigue Bobois, -4. Kruno Simon, -1. James Anderson, 1. Adrien Mohamed, 7. Bon, voilà, Singleton, 11. Donc, c'est que des statistiques. Mais l'Anadolu, on sait qu'ils basent leur jeu sur leurs deux playmakers là. L'absence de Pleiss, effectivement, ça enlève une alternative, pardon, parce que Dunston il peut pas du tout écarter le jeu, donc c'est très facile à défendre. En gros, tu fais rentrer tes deux joueurs et tu protèges l'arceau et c'est terminé, quoi. Et avec Gudaitis, tu peux le protéger l'arceau en plus, hein, la raquette tout court, l'ensemble du terrain, le parquet. Euh, Effectivement, Larkin et Micic sont moins resplendissants que ce que ça a pu être l'année dernière et l'année d'avant, mais vraiment les role-players, ça fait 2-3 matchs que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dedans. Enfin, je sais pas si c'est un ressenti ou si... Ben, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord avec toi. Effectivement, ils sont moins performants, mais j'ai l'impression finalement que c'est indirectement à cause de ces stars Ouais, aussi peut-être. qui lâchent des mauvais ballons. Ou c'est un peu patate chaude. Enfin, il y a eu plein de fois où on voyait des trappes très rapides sur Shane Larkin pour l'obliger à lâcher la balle. Et du coup, on se retrouve un peu en mode improvisation, à aller chercher un tir qui va être compliqué. Alors, il y a du talent, donc des fois ça rentre. J'ai notamment en tête, dans le dernier quart-temps, un tir d'Adrien Moerman qui attaque le cercle, une sorte de flotteur un peu bizarre. Je ne sais pas comment il fait ça, mais voilà, je pense que les role-players sont directement impactés parce qu'il y a une dimension un peu hero ball dans le jeu. Et je pense que Ataman est aussi principal responsable de ça, quoi. Oui. Moi, ce serait plus là-dessus que j'insisterais parce que finalement, des joueurs comme Rodrigue Bobois, Adrien Mohamed, Chris Singleton, tous ces joueurs-là ont déjà eu des rôles euh, plus importants, donc pas uniquement de role-player, et donc ils sont censés avoir l'expérience pour aussi savoir hausser leur niveau de jeu. Et là, ils le font pas, ils sont assez spectateurs. Donc, c'est le système qui provoque ça, effectivement, mais je pense que quand tu joues en Euroleague, euh, t'es censé aussi pouvoir à un moment, bah, si tu vois que ça dysfonctionne, tu te lances et tu fais autre chose, quoi. Donc, et je remets pas en question le QI basket de ces joueurs, hein, donc c'est plus une question systémique et globale, j'ai l'impression. Du coup, est-ce que Ataman doit tout changer, dans sa manière de jouer, de fonctionner? Parce que moi, si je dois donner mon avis, c'est que l'Anadolu, ils sont enfin, en perdition. Et finalement, les 2 dernières années où tout allait bien et où ils réussissaient, finalement, ça fait presque conte de fées qui va très vite s'arrêter, alors que le potentiel de cette équipe est quand même assez important. Il y a de très bons joueurs, des joueurs d'expérience. On sait que le talent de Larkin n'est pas approuvé. Micic fait beaucoup et en même temps, il se perd un petit peu et on se demandait même si Larkin ne le rendait pas meilleur. C'est vrai que c'est très fouillis et du coup, voilà, la solution c'est quoi? C'est qu'Ataman change sa philosophie,
change quelque chose? Est-ce que on redonne des responsabilités à certains, pas Je sais moins à pas, d'autres? ils sont à 4 victoires sur les 6 derniers matchs. Bon, je m'affolerai pas. Je m'affolerai pas. Un peu comme le Real. Bon, je pense ils vont y arriver en playoff. Ils seront peut-être en moins bonne posture que le Real Madrid. Euh, mais en playoff, on voit aussi que les joueurs à haut potentiel permettent de faire la décision aussi. Donc je crois qu'ils sont dans une dynamique où ils se disent, bon, il faut qu'on arrive en playoff en bonne santé et ensuite on verra. Je suppose. Alors, est-ce que j'ai le droit d'être tatillon en disant que Bien sûr. sur ces enfin, sur les 4 derniers matchs, ils sont à 3 victoires, donc une contre l'Asvel, une contre Berlin, une contre le Kimki. Et avant, ils venaient de boucler une série avec 5 Ouais, défaites ils avaient enchaîné. contre des gros, parce qu'il y avait Valence, le CSKA, Milan, Madrid, et ils remportent le match contre Barcelone avec le fameux Larkin Game à 37 d'évaluation. Euh, du coup, ils vont plus s'accrocher vers un top 8 plutôt que jouer le top 4 cette saison. C'est le mieux qu'ils peuvent faire pour l'instant. On est d'accord? Et est-ce que finalement l'anomalie, c'est pas que Larkin soit pas performant plutôt que le fait que Larkin soit performant? Tu vois ce que je veux dire? Ah, ben, de toute façon, Larkin, on l'attendait beaucoup, et là, il est clairement dans les grosses déceptions. C'est Il ça. est dans les grosses déceptions. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que l'arrivée d'un Zanan Moussa va changer quelque chose? C'est qu'il y a du talent offensivement. Est-ce que ça peut... Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'un mec comme ça, qui a beaucoup de talent offensivement, va éclipser des joueurs comme Bobois, comme Simone, justement. J'ai l'impression que ça peut être à double tranchant, cette arrivée. Tout à fait. Voilà, argumentation terrible, tout à fait. Pour finir sur Non, ce match, si je peux me permettre, le Zénith est sur une bonne dynamique. Cette semaine, il y a 2 journées, et eux, le programme est copieux, avec Barcelone puis Milan, et le Alors, tout en déplacement. combien ils en prennent sur les deux, selon vous? je pense qu'ils en prennent un. Ouais. Je pense Et je pense face au Barça en plus. Mais Mais le Barça, d'ailleurs, ça se joue. C'est en Russie, non? non, non, en enfin, tout cas, Xavi Pascual jouera à domicile quoi qu'il arrive. Parce qu'ils avaient gagné à Barcelone hein, lors de la deuxième journée, me semble-t-il. Je veux pas dire de bêtises. Bon, bref, nous ah, verrons. sur le site, du coup, le résultat du match de la deuxième journée, ça se passait en Russie. D'accord. Et, Ok, et autant pour pour moi. moi, c'est annoncé à Barcelone. Après, peut-être qu'il y a eu un swap et qu'ils n'ont pas fait la modification, mais en Non, tout cas, non, mais sur le site. tu dois avoir raison, tu dois avoir raison. Ouais, mais moi je les vois bien prendre le match à Barcelone. Ouais, enfin, franchement, je pensais que j'allais dire une connerie en vous annonçant ça, mais j'ai l'impression qu'on est tous d'accord et que le match qu'ils peuvent remporter sera contre Barcelone. Ouais, ils Donc, remporteront pas les deux. Pour l'instant, sur les journées, sur les semaines à double journée, ils en ont toujours perdu un. donc ça veut dire que Milan va potentiellement continuer sa belle série. Je pense. Je pense, je pense. Ils ont un calendrier Et, ultra favorable, on en parlait quand on avait fait notre power ranking, je sais pas si vous vous rappelez. On avait dit que Milan avait un calendrier extrêmement favorable. Et ça continue. et d'ailleurs, pour la petite anecdote, au-delà des 2 matchs à l'extérieur qu'ils font cette semaine, début février, c'est pareil, ils vont se déplacer au Fenerbahçe, puis à l'Étoile Rouge, donc ils font 4 matchs à l'extérieur, le Zénith. Euh, chaud le programme quand même, hein. Ouais, ouais, c'est compliqué. Mais ils rattraperont les deux matchs de retard qu'ils ont sur les deux équipes de tête. Et ça nous permettra d'y voir vraiment plus clair sur leur prétention. En sachant qu'ils sont troisième au classement et qu'il leur manque 2 matchs effectivement, donc c'est vraiment une belle saison pour le Zénith. Est-ce qu'on passe à la dernière affiche, peut-être la plus alléchante et celle qui nous a fait le plus vibrer, parce qu'en plus il y a beaucoup de chauvinisme dans cette rencontre. Euh, CSKA Fenerbahçe, c'était, voilà, comme on l'a dit en intro, l'affiche de cette journée. On l'attendait tous, je pense qu'on l'a à peu près tous regardé, et je pense qu'on est assez unanime pour dire qu'on n'a pas été déçus, loin de là. Mathieu? Non, ça a été un superbe match.
superbe match du début à la fin. Alors, un très bon début de match du CSK qui va perdre un petit peu en régime au fur et à mesure du match, un petit peu comme face à Barcelone d'ailleurs il y a une semaine. Ça commence avec un gros impact pour le coup intérieur. C'est Shengelia que j'ai trouvé très en forme sur le premier quart-temps, très en vue. Il rentre un panier à 3 points, il cherche la faute avec Ndouane. Et puis Mike James, lui, par contre, était bien défendu, moins inspiré. Finalement, ça a beaucoup joué à l'intérieur. Par contre, deuxième quart-temps, les passages de Voigtman et Bolomboy, moi, m'ont un petit peu déçu. Et le Fenerbahçe a commencé finalement à mieux revenir dans la partie. Et derrière, ça a été deux équipes qui se tiraient la bourre durant toute la rencontre. Finalement, ça se joue dans le money time avec d'un côté une équipe qui est impeccable de gestion et de maîtrise, et de l'autre, une équipe qui va un peu plus galérer. Et le résultat, c'est le Fenerbahçe qui s'impose, mais une bien belle victoire. Ouais, je te rejoins complètement. C'était juste pour laisser un petit suspense insoutenable. Mais j'ai eu l'impression de voir un match de playoff, quoi, de Final Four même, hein, vraiment, avec une intensité incroyable, des impacts physiques, de la vitesse. Vraiment, début de match, j'avais l'impression que le CSK allait petit à petit justement poser sa patte sur le match grâce à sa profondeur d'effectif. Et finalement, bah, ils ont laissé ce terrible duo entre Nando De Colo et Jan Vesely faire le boulot offensivement avec un taf de Marco Guduric en défense justement sur Mike James vraiment à noter, à remarquer. Et, euh, mais quelle vitesse d'exécution de la part du Fener, parce que le CSK est une bonne défense, on les voyait se démener sur les aides, des aides, mais ça bougeait tellement vite, on a l'impression qu'ils ont été pris de vitesse petit à petit sur le match et que la vitesse a primé sur la puissance physique, tout en sachant que le CSK fait quand même un gros match. Si on prend les statistiques globales, il n'y a que 20 pertes de balles en cumulé pour les deux équipes sur l'ensemble du match. 8 pour le Fenerbahçe, 12 pour le CSK. 20 pertes de balles, c'est les stats de pertes de balles du Kimki en 47 secondes. Enfin, rendez-vous compte, quoi. Donc, vraiment, c'est un match à essayer de revoir, hein, si vous pouvez, euh, histoire d'avoir une avant-bouche de ce qui peut se passer en play-off. Je crois que le Fener avait besoin de ça. Ils enchaînent bien, mais ils avaient besoin d'un statement, quoi, vraiment d'un match référence, de marquer un concurrent direct au fer rouge et de leur dire bon écoutez les gars, ok on n'est pas encore dans les 8 pour aller en playoff, par contre si on y est, vous allez déguster quoi. Et moi c'est l'impression que ça m'a laissé vraiment une démonstration. C'était magnifique. Je partage totalement votre avis. De toute façon, j'ai toujours dit que cette équipe du Fenerbahçe, quand on avait fait un point il n'y a pas très longtemps, j'avais dit que cette équipe du Fenerbahçe avait beaucoup trop de talent pour rester dans les fins fonds du classement. Euh, je suis totalement d'accord sur le fait que valider cette victoire contre le CSK, c'est un peu tamponner le regain de forme de cette équipe. Euh, j'ai aussi l'impression, je ne sais pas si vous partagerez cet avis, mais j'ai l'impression que Kokoskov, sur ce match, a, a réussi à s'adapter à ce qu'il avait en face. Jusqu'à présent, depuis justement ce retour en forme du Fenerbahçe, on voyait une équipe qui voilà, partageait beaucoup. Tout le monde pouvait marquer, on voyait beaucoup de jeux sans ballon, etc. Et ce soir-là, contre le CSK, j'ai eu la sensation que ils ont mis l'accent sur la relation de Colo-Vesely. Ils ont vu que ça a marché, ils ont foncé, ce qui donne des stats énormes pour les deux joueurs, hein, qui finissent tous les deux à plus de 30 d'évaluation, 38 pour Nando et 30 pour Vesely. Et j'ai l'impression que Kokoskov, ce match-là, a réussi à se réinventer et à trouver la bonne solution. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous a marqué, mais j'ai trouvé ça très intelligent de sa part d'axer sur ces deux hommes forts, alors que d'habitude, tout le monde pouvait un petit peu toucher la balle, de marquer. Ça se traduit aussi par le fait que contre le CSK, il n'y a que 6 joueurs au total du Fenerbahçe qui ont marqué. Euh, voilà, est-ce que Kokoskov a outcoaché Itoudi ce soir-là? C'est difficile Pour à moi, dire ça. oui. Moi comment dire, je sais pas. On pourrait dire qu'il a outcoaché si Itoudis avait joué aussi en configuration playoff. Euh, Dans le sens où, oui,
Kokoskov a réduit les rotations au maximum, a réduit aussi les ambitions de partage du ballon, parce que ils sont dans l'obligation de gagner des matchs pour pouvoir aller en playoff. En face, si tu prends les minutes du CSK, elles sont beaucoup plus partagées, c'est beaucoup plus ouvert. Et même dans ce qui était mis en place, à un moment, Strelnieks, il joue 17 minutes environ, il a plein de ballons, alors qu'en playoff, on sait que Strelnieks, il les aura pas les ballons. Donc, outcoaché sur ce match, oui, mais le référentiel n'est pas le même. Les deux équipes n'avaient pas les mêmes contraintes, les mêmes exigences, alors je pense que oui. Le CSK, ça les fait chier d'avoir perdu ce match à la maison, mais il n'y avait pas d'urgence, quoi. Un petit mot sur Mike James qui est passé un petit peu à côté de son match. Il réalise même sa pire performance de la saison avec seulement 4 d'évaluation, 2 sur 7 à 2 points, 2 sur 8 à 3 points, seulement 11 points. Est-ce que c'est vraiment qu'il a été étouffé ou c'est juste une soirée sans et de toute façon on connaît l'animal et il reviendra très vite? Pour moi, c'était une soirée de suffisance. Je l'ai Oui. trouvé très relâché, prenait des tirs difficiles, mais sans forcément avoir pris le temps de se mettre en confiance au préalable. Et on sentait que voilà, il s'était dit, si ça rentre, tant mieux, et je vais faire un gros match. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il a forcé son talent, ni même qu'il a essayé de rendre une belle copie. Tout à fait d'accord. J'ai rien à ajouter par rapport à ça. Il avait pas besoin. J'avais l'impression qu'il peut lui importer. Très bien. Donc c'était un jour où il n'avait pas décidé d'actionner le mode tueur à gage et on lui en voudra Vraiment, pas tellement. c'est ce que ça m'a évoqué, ouais, tout à fait. Mais Il pour le nous a tellement. Fenerbahçe, par C'est une contre, c'était aubaine. oui, et puis c'était royal parce que là, j'ai vraiment trouvé qu'on sent maintenant une rotation qui se met en place avec des joueurs couteaux suisses. On sait qui peut apporter quoi et dans quel contexte. Dishon Pierre, vous en parliez la dernière fois concernant les gros défenseurs, et là, je l'ai trouvé encore une fois très actif. L'axe 1-5 de Kolo Vesely, on en a parlé, ça marche très bien. Guduric est aussi assez incroyable. D'ailleurs, il y a 2 possessions sur la fin de match où c'est Guduric qui prend le jeu à son compte. Il y a une attaque de cercle où il manque de peu le lay-up, mais il y a la petite claquette de Vesely qui va bien juste derrière. Et encore un autre gros panier. Cette fois-ci, c'est Guduric qui se mue en passeur et qui va chercher sur une superbe passe dans le corner de Kolo qui plante un 3 points. Et voilà, on peut aussi avoir du danger qui vient d'ailleurs. Et c'est très bon pour le Fenerbahçe. Il y a Le d'autant plus Fener. de... Vas-y, Romain. Non, vas-y, Olive. Je disais qu'il y a d'autant plus de quoi s'enthousiasmer que donc sur de très nombreux matchs, Ahmed Douverioglou débute. Alors il joue peu, mais il débute. Alors il joue peu aussi il débute aussi parce que Bartel est absent actuellement, mais on peut s'enthousiasmer des perspectives quand on pense à l'arrivée prochaine de Kylo Quinn, qui pour moi rentre vraiment parfaitement dans les besoins en fait du Fenerbahçe. Vous parliez justement d'un dernier petit ajustement là, lors du dernier épisode de l'hebdo, le voilà. Et ça va leur faire le plus grand bien. On connaît l'espèce de monstre qui arrive et ce qu'il va pouvoir apporter. Un Fener qui, du coup, revient à la 11e place. Ils sont à égalité avec le 8e, qui est l'Anadolu, à 11 victoires, 10 défaites. Euh, L'histoire n'est pas finie pour le Fener, loin de là. Le CSK, c'est 2 défaites de suite, 3 défaites en 4 matchs, mais on sera tous d'avis de dire qu'il n'y a pas de panique à avoir non plus. C'est comme le Real, on connaît parfaitement l'équipe et ce qu'ils vont faire. On accélère un petit peu, on a fait le tour des principales affiches de cette journée. Est-ce que vous avez une performance ou une petite info sur les autres matchs avant de passer au programme de la semaine? Il me Bon, il y semble a qu'il y avait une quelques petits performance. trucs. Ah non. Ouais, moi, très rapidement, on peut en faire un petit match chacun si vous voulez, très rapido. Moi, je voulais juste dire un mot sur la jolie victoire de l'Alba parce que c'est quand même nos chouchous. Victoire à Baskonia, hein. Donc, moi, j'attendais avec impatience ce match parce que il y avait eu un match en retard qui avait été sublime, hein. Donc, c'était le match aller entre l'Alba et Baskonia.
que l'Alba avait d'ailleurs remporté, me semble-t-il. Voilà, là, malgré une énième grosse performance d'Achille Polonara avec 27 dévals, l'Alba s'en sort encore grâce à son collectif et ses ambitions. Donc bravo encore à eux. Et incroyable Berlin qui jouait sans René Sess, c'était son assistant à la tête de l'équipe et ça n'a pas perturbé pour le moins du monde les joueurs. Il y a 6 joueurs qui terminent à 10 d'évaluation ou plus. Euh, Encore une fois, voilà, une démonstration collective de Berlin. Et un magnifique match de Jason Granger pour son retour à la Boessa Arena. Exactement, il a bien noirci la feuille de match, 7 points, 4 rebonds, 8 passes, 4 interceptions, 17 d'évaluation. Euh, un joueur de classe, et en plus, on sait qu'avec sa blessure qu'il avait éloigné des parquets pendant longtemps, ça fait plaisir de le voir comme ça. Oui, un joueur très intelligent et qui a été capable de se réinventer et devenir plus passeur qu'il n'était scoreur par le passé. Moi, je suis vraiment impressionné par sa manière de s'inclure dans ce collectif-là. Exactement, ça lui va parfaitement bien. Mathieu, est-ce que toi, tu avais retenu quelque chose, une stat, un petit résultat comme ça, pêle-mêle? Oui, la belle performance de Mitoglou dans l'opposition entre le Panathinaikos et le Khimki, qui finit avec 29 points, 12 rebonds et une évaluation à 42. Performance d'autant plus remarquable que voilà, moi j'avais déjà parlé de ce match entre le Pana et le Khimki la semaine dernière et je me suis dit, pour Moscou, c'est l'occasion d'aller chercher une victoire dans une rencontre de bas de tableau. Et bon, même ça, ils ont pas réussi à le faire. Bravo à Mitoglou qui se montre un petit peu et ça peut donner un peu d'espoir aussi au Pana d'avoir quelques joueurs qui sortent la tête de l'eau comme ça. Donc, des premiers pas plutôt réussis pour le nouveau coach du Pana. Oui, ouais. Et juste une spéciale dédicace, comme on disait à l'époque de D-Fool, euh, aux Algiris. Je trouve que la fin de match est d'autant plus sympa que prendre un match dans le Money Time à l'Olympiakos, qui est quand même le spécialiste du Money Time, hein, on l'a vu un peu plus tôt dans la semaine. Voilà, incroyable match de Geoffrey Lauvergne, une fois de plus, qui finit à 21 points, à 9 sur 12 au tir, 7 rebonds, 27 dévals. L'avant-dernier panier pour remporter le match avec le dernier panier World Cup. Bon, voilà, ce Zalgiris, moi, je suis. C'est mon équipe préférée en Euroleague, hein, vous le savez, mais vraiment, vraiment, ils sont tellement séduisants. C'est magnifique. L'état d'esprit qui en sort, c'est magnifique. Le fait que les gens reviennent dans la salle, petit à petit, les perspectives, en tout cas, qui reviennent dans la salle, ça... non, c'est très chouette. Je suis très heureux de voir comment ça se passe. Je partage tout à fait. J'espère qu'un jour, à force de leur faire autant de pubs, on aura une petite invitation pour tous aller du côté de Kaunas et se faire un match avec eux. Et Isaiah Cordigné. Et Isaiah Cordigné qui du coup serait sur les tablettes du Zalgiris et du Maccabi Tel Aviv. Donc c'est tout le bien qu'on souhaite aux joueurs de Nanterre. Messieurs, le programme de la semaine qui arrive, ça attaque dès demain, c'est une double semaine. Olivier, tu nous présentes la journée 22? Très bien. Alors j'étais parti sur la journée 23, mais je me lance sur la journée 22. Donc journée 22, qui verra le Khimki accueillir le Bayern Munich. Je ne dirai rien sur ce match. Qui verra également l'ANWFS Istanbul tenter de se relancer contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Une opposition entre équipes qui se relance avec Fenerbahçe qui recevra le Maccabi Tel Aviv. Les Roublards, Milan contre l'Olympiakos en Lombardie. Une magnifique affiche que je vous conseille de suivre entre le Barça et le Zénith, donc le retour de Xavi Pascual effectivement en Catalogne. Le mercredi, l'Alba recevra le CSKA à Moscou qui tentera de se relancer à ce moment-là. L'Asvel retrouvera Tony Jekiri, l'accueillera en tout cas en jouant Baskonia. Le Real Madrid affrontera le Panathinaikos d'Athènes en espérant avoir la même qualité de match qu'au match aller qui avait été magnifique. Et enfin, dans ce duel du beau basket, Valence recevra le Žalgiris Kaunas. Voilà pour la 22e. Un beau programme en perspective. Mathieu, une rencontre qui toi t'attire? Oui, la rencontre entre Valencia et le Žalgiris.
qui effectivement va proposer du beau basket avec deux équipes outsiders, poil à gratter, qui me plaisent beaucoup depuis le début de saison. Et toi, Romain? C'est... forcément, je vais passer sur ce match parce que Valence, ça a été mon coup de cœur, même si en ce moment c'est un peu compliqué, et puis ça nous permettra de faire une transition pour le débat. Euh, mais effectivement, les deux équipes chouchou, Valence, Zalgiris. Euh, et puis après, en regardant comme ça, Barcelone-Zénith, forcément. Duel entre coachs très intelligents et qui ont un playbook assez intéressant. Donc voilà, pour cette journée. Après, c'est forcément des matchs très intéressants, mais s'il y a deux affiches qui m'attirent, c'est bien celle-ci. Vous avez un pronostic pour Fener Maccabi? Je suis curieux. Moi, Victoire je du dis Fener. Fener. Ouais, Ouais, je dis Fener. ouais, moi je pense aussi, mais ça va être très serré, je suppose. Mathieu, tu nous présentes la 23e journée, qui aura lieu du coup Ouais, jeudi et vendredi. tout à fait. Donc on aura droit à une opposition entre le Khimki Moscou et le Fenerbahçe. L'Olympiakos devra affronter le FC Barcelone. Le Maccabi Tel Aviv sera opposé à l'Anadolu Efes Istanbul. On aura une bien belle rencontre aussi entre Milan et le Zénith, deux équipes en forme du moment. Le CSKA Moscou qui affrontera le FC Bayern Munich. L'Alba Berlin sera opposé au Real Madrid. Une opposition aussi entre le Panathinaikos et Valencia. L'Étoile Rouge de Belgrade sera opposée à l'Asvel. Et enfin, on aura le Žalgiris face à Baskonia. Quel match tu retiens, Mathieu? Moi, le match que je retiens, ça sera Milan contre le Zénith. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu Milan et ils se remettent à gagner. Le Zénith, c'est une équipe qui me plaît, donc forcément, j'aurai un œil dessus. Et sinon, j'ai aussi envie de voir l'Asvel jouer face à l'Étoile Rouge parce qu'il y a il y a possibilité de prendre un match. Et on sait que l'étoile sans son public, ça a un peu de mal. Donc du coup, ils ont crânement leur chance. Olive, toi, Et est-ce qu'il y a un match qui t'attire? Alors, laisse-moi deviner, le petit Alba Berlin-Real Madrid, non? Oui. Oui, vraiment, Ponsarno sera de retour, a priori, sur ce match. Je pense que ça peut être très intéressant. Et sur la même journée, le CSKA Bayern, euh, juste pour voir l'affrontement physique qu'il va y avoir dans la raquette entre Reynolds et Vinosinov. Je suis impatient de voir ça. Je partage totalement cette idée. J'ai bien envie de voir aussi l'Olympiakos, voir ce qu'il peut faire face à Barcelone. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que Barcelone étant un peu moins stable en ce moment, peut-être que l'Olympiakos, dans une soirée avec, sont capables de prendre cette affiche. Après, Messieurs, attention, hein, Mirotic et Davis reviennent. Ça va pas être ils la même. reviennent. Et puis Mirotic, la semaine dernière, avait l'air d'être très facile. Il a pas forcé beaucoup, mais dès qu'il joue, c'est toujours pareil. Il est très très facile. Ouais, Brandon Davis, ce week-end en championnat, a fait un carnage pour son retour. Effectivement, donc on sait que Hassan Martin va avoir du boulot, ainsi que Livio Oh oui. Jean-Charles pour contenir les assauts. Messieurs, place au débat. On se lance directement. Le débat, on vous le présente tout de suite. On va faire un petit peu, euh, on va discuter autour du destin croisé entre le Bayern et Valence, qui en ce moment manque un peu de vitesse, ces deux équipes. Et du coup, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que le plafond de ces équipes est atteint et qu'est-ce que leur réserve l'avenir? Voilà, on va discuter autour de ces deux équipes qui ont eu la bonne idée de nous charmer en début de saison et là qui connaissent un petit trou d'air. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est juste passager comme a pu connaître le Zalgiris? On en discute tout de suite. Alors, qui veut commencer? Mathieu, euh, Olivier, qu'importe. oui, Allez, lancez je les peux hostilités. commencer. Je vais tout de suite parler déjà de Valence. J'avais envie de commencer par Valence, qui effectivement est dans une mauvaise dynamique. Sur les 5 derniers matchs, on est à 4 défaites. La seule victoire qui a été prise, c'était face à l'Étoile Rouge, qui est une équipe bas de tableau, une sorte de victoire obligée un petit peu pour cette équipe-là. Et donc là, si on regarde à l'heure actuelle au niveau du classement, ils sont 9e, avec le même bilan comptable que l'Anadolu Efes Istanbul, c'est-à-dire 11 victoires, 10 défaites. Pour moi, c'est une équipe qui est très séduisante sur le papier parce
parce qu'elle cherche à proposer du beau jeu. C'est aussi une équipe qui, je trouve, a une vraie profondeur de banc avec des vraies rotations. Mais à mon sens, et c'est quelque chose que j'avais déjà mentionné sur des podcasts précédents, il manque d'un joueur un petit peu star dans cette équipe-là. Préférentiellement à mon goût au niveau de la ligne arrière, c'est là peut-être où il faudrait un petit peu travailler. Je trouve que le secteur intérieur est vraiment intéressant avec des joueurs comme Mike Tobey, Dubljevic, Labéry. J'aime aussi beaucoup Kalinic à l'aile et ce qu'il est capable d'apporter. Et j'oublie pas non plus Derrick Williams, qui je trouve s'est très très bien intégré à l'équipe. Mais c'est vrai que sur la ligne arrière, j'aimerais qu'ils aient un meneur gestionnaire capable justement de driver, de proposer quelque chose. On parlait tout à l'heure de Thomas Hurtel, ça pourrait être aussi une option. Et à mon sens, c'est ce qui va leur manquer pour se qualifier en play-off. Ils vont être un petit peu courts parce que on voit avec la densité du classement, tout va se jouer en fait sur une ou deux victoires. Et parfois, c'est ces joueurs-là, ces joueurs de classe supérieure qui peuvent vous les offrir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur Valence, on va faire une équipe après l'autre, hein, mais Valence, c'est une équipe qui nous a accroché énormément, nous, du fait, alors déjà du recrutement, que on avait tous trouvé pertinent, mais aussi de leurs ambitions en termes de volume de jeu. C'est vrai que c'est très chouette d'avoir joué Valence. Ponsarno était connu pour ça, ils sont revenus en Euroleague aussi grâce à ça. Mais ce qui faisait leur force, à savoir la diversité justement sur le type de jeu proposé, avec des gestionnaires comme Van Rossum et Vives, des joueurs plus slasheurs comme Hermansson, euh, ben, ils arrivent là à un moment où finalement il faudrait pouvoir restreindre cette approche pour être sur quelque chose de plus efficace. Et là j'ai l'impression qu'en l'absence de Dubljevic, cette efficacité, ils n'arrivent pas à la trouver, ils n'arrivent pas à ajuster. Donc des joueurs, effectivement, ce que tu dis, hein, Mike Tobey et Louis Labéry sont performants en termes de volume, mais c'est une équipe, moi je trouve en fait, c'est pas un plafond individuel, selon moi, qu'ils ont atteint, c'est vraiment le fait d'accepter de renoncer à certains principes de volume de jeu pour pouvoir restreindre quelque chose. Et je pense qu'ils vont être obligés de le faire parce que entre la 22e et la 29e journée, ils vont jouer le Zalgiris, le CSK, le Real, le Zénith, l'Anadolu, le Maccabi et le Fener. Donc, si ils prennent pas la moitié de ces matchs, ils peuvent dire adieu tout de suite au playoff, quoi, selon moi. Je sais pas ce que t'en penses, Romain. Mais je partage l'idée que là, ils vont devoir passer de vrais tests avec les équipes que tu as citées. Statistiquement, ils sont en train de reculer un peu partout. J'ai calculé pour les deux équipes, j'ai pris les mêmes repères. Je me suis basé sur la 13e journée où là, ils étaient 5e. Depuis, c'est comme l'a dit Mathieu, c'est 5 défaites en 8 matchs, notamment 3 défaites assez conséquentes avec un -17 contre le Barça, -15 contre Milan, -13 contre l'Asvel. Et du coup, donc là, ils sont hors du top 8 avec du coup ce qui était leur force, c'était clairement un collectif qui tournait sur les 13 premières journées à 93,8 d'évaluation. Et là, depuis, ils connaissent quasiment 3 points de négatif et ils sont quasiment à 90 d'évaluation. Donc collectivement, il y a un truc qui est cassé. Et puis finalement, je fais vite le lien avec cette absence de Dubljevic qui est plus là depuis la J18 et ces 3 défaites en 4 matchs. Euh, il a porté tellement, alors que ses stats sont pas non plus extrêmement ronflantes. C'est 10,8 points, 5,4 rebonds, 2,4 passes, 14,5 d'évaluation. Mais c'était la pièce centrale du jeu. Il attire beaucoup, il fait beaucoup de choses grâce à son Q-basket. Et finalement, ben, j'ai l'impression que c'est un manque énorme pour Valence qui ben, n'arrive pas à se réinventer pour l'instant, comme a su le faire Schiller avec le Zalgiris Kaunas. Euh, c'est un petit peu inquiétant et en même temps, j'ai envie d'être positif et de croire que justement dans ce programme qui est très chargé, euh, ils vont être obligés d'aller chercher une victoire clé, une victoire qui va être marquante, comme le Fener vient de le faire contre le CSK. Euh, Peut-être que dès mercredi contre le Zalgiris, c'est peut-être la bonne opportunité pour le faire. Ils vont affronter une équipe qui est aussi joueuse qu'eux. Euh,
Et ça va forcer peut-être des joueurs à se montrer un peu plus. Est-ce qu'on s'attendrait pas à un Derrick Williams game où il va complètement sortir de son rôle de sixième homme? Est-ce qu'on va peut-être voir un Prepelic, un Hermanson capable de faire péter les défenses? Ce, ce, ce Valence-là, je le vois pas hors du top 8. Je pense qu'ils ont les qualités pour être dans le top 8. Alors, forcément, quand on avait fait les premières previews, je les avais mis troisième parce que c'était vraiment le coup de cœur et je voulais le marquer. Finalement, est-ce que voilà, euh, leur place, c'est s'accrocher au top 8? Ils en sont capables. Moi, je les vois pas hors du top 8. Mais il va falloir faire très attention et retrouver ces valeurs qui faisaient d'eux une des belles équipes de ce début de saison. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu par rapport à justement la possibilité d'atteindre ce top 8, quand on regarde un petit peu l'effectif, alors effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui sont super intéressants, mais qui pour la plupart ont déjà exprimé le plein de leur potentiel. Je pense pas qu'ils aient une marge de progression énorme. Donc on connaît leur niveau plafond. Et j'ai l'impression qu'il faut que tout le monde joue à son niveau plafond pour vraiment avoir une équipe consistante. Et dès qu'on va avoir un petit peu de moins bien, et voilà, tu dis qu'il faut miser sur un Derrick Williams game, ce genre de choses, on est déjà dans la recherche de l'exploit pour aller chercher quelque chose, et ça va manquer de consistance face à d'autres équipes qui sont peut-être moins talentueuses, mais qui ont plus l'expérience, ou qui au contraire vont avoir des joueurs encore avec du potentiel à développer. Par contre, tu as entièrement raison, je trouve, sur l'absence de Dubljevic, qui est en plus l'un des seuls intérieurs à vraiment apporter du jeu au poste, sur terrain placé, ce qui est très profitable aussi pour les arrières et les shooters. Et il permet à. Je trouve que Dubljevic, quand il est présent, il joue vraiment ce rôle de hub. Il est très fort post-bas, mais il est capable de s'écarter aussi. Et en son absence, ils ont essayé de faire sortir un peu Mike Toby pour stretcher, pour pouvoir permettre à Berry notamment de jouer le backdoor comme il le fait très très bien quand il joue en équipe de France. Mais Toby ne peut pas écarter aussi bien que le fait Dubljevic. Et donc sur la lecture du jeu intérieur, bah, ça force justement Valence à continuer d'essayer de développer du jeu avec ses 150 arrières différents et de manière pas totalement stérile, mais quand même quoi. Voilà, les deux seules victoires sur les 7 derniers matchs, c'est le Kimki et l'Étoile Rouge, quoi. Pour rebondir sur ce que disait Mathieu, notamment que Valence a besoin d'une équipe au plein potentiel pour gagner, une petite stat intéressante, c'est que lorsque Valence gagne, ils affichent une évaluation collective à 102,9, ce qui est assez énorme. Ils sont dans le top 5 des équipes à ce niveau-là. Et par contre, en cas de défaite, et c'est là où on voit que tout le monde doit être à son plein potentiel, quand ils perdent, ils descendent à 81,8. Et oui, c'est Ce une qui est équipe de volume, hein, c'est ce qu'on dit, ouais. c'est vraiment un cap énorme. Et, et du coup, voilà, ils sont vraiment sur une pente un peu glissante. Alors après, c'est aussi pour faire le lien avec le Bayern, on va y venir, mais la question que je me pose, c'est est-ce que justement une équipe sans star, sans réel star, comme on pourrait dire, euh, est-ce que c'est pas justement ce qui bloque pour eux ce genre d'équipe qui se base sur un énorme collectif? Est-ce qu'à un moment ça coince pas justement parce qu'ils n'ont pas ce joueur capable de faire la différence et d'amener cette régularité comme peut faire un Mike James au CSK? Est-ce que c'est pas le plafond qu'atteint ces équipes quand il n'y a pas de star? Moi, je le vois pas comme ça pour Valence, en fait. J'ai pas l'impression que Valence soit. Alors, c'est pas une équipe de stars comme peut l'être le CSK, on est d'accord. Mais, enfin, des joueurs comme euh, Mike Toby, Nikola Kalinic, Bojan Dubljevic, Derrick Williams, hein, c'est des joueurs, pas uniquement des joueurs de rôle, il est très référencé en Euroleague. Euh, en gros, je les aurais situés dans un tiers. Si tu... Ouais, c'est pas les équipes de tête, mais juste en dessous, en termes de constitution d'effectifs, au-delà du jeu proposé. Et je différencie vraiment Valence du Bayern par rapport à ça. Valence, il y a énormément de joueurs de plafond, je trouve. Le Bayern, c'est des joueurs moins forts, à part peut-être Lucic, moins forts que ceux de Valence, mais justement avec une force collective, selon moi, plus importante. Alors justement, le Bayern. Ah oui, vas-y Mathieu, si tu as quelque chose à rajouter sur Valence.
Non, c'était juste pour dire, j'avais envie de faire une comparaison rapide avec le Žalgiris, qui pour moi est une équipe très collective et un peu taillée dans la même veine. Mais à la différence près qu'ils ont justement un Marius Grigonis qui, on le sait, peut prendre un gros volume en attaque aussi en termes de responsabilité. Et j'ai pas ce joueur-là quand je regarde cette équipe de Valence. Alors c'est leur force aussi, c'est justement que le danger peut venir de partout. Mais lorsque justement le collectif est plus difficile à mettre en place, avoir un joueur qui est capable de t'assurer ces points-là, c'est quand même précieux. Mais en début de saison, typiquement, si on s'était dit, euh, pensez-vous, quel joueur, si vous deviez choisir entre Kalinic et Grigonis, qui selon vous aura le plus gros volume? Enfin, on n'aurait pas pensé que c'était Grigonis. La progression de Grigonis cette année dans le rôle et dans le volume, elle est inattendue, même auprès des supporters du Žalgiris, hein. Ah, elle est énorme. Alors après, je pense pas que le Žalgiris avait misé là-dessus Pas du forcément. tout, Peut-être pas du tout. ils auraient été voilà, exactement dans le même contexte que Valence. Mais bah, le malheur de Valence, c'est de ne pas avoir trouvé ce garçon-là. Après, j'enlève aucun mérite à leur saison, qui pour moi est déjà accomplie juste par rapport à la qualité du basket proposé. Et Complètement. c'est un plaisir à regarder, quoi. Mais moi, voilà, s'il fallait faire ce potentiel top 8, je ne les place pas. Non, moi non plus. Très bien. Hélas. On verra du coup dans une dizaine de journées. On va passer au Bayern du coup. Un Bayern qui propose la même dynamique avec là aussi 5 défaites sur les 8 derniers matchs. C'est pour ça que je voulais parler de destin croisé. Ils perdent 4 places au classement aussi parce que du coup, dans mes repères que j'ai pris, euh, à la fin de la 13e journée, ils sont 3e au classement avec 9 victoires, 4 défaites. Et finalement, maintenant, ils sont 7e avec un bilan de 12-9 et le 11e, donc le Fenerbahçe, qui n'est plus qu'à une victoire. Euh, juste pour vous lancer, sur les défaites qu'ils viennent de subir, hormis donc ce non-match contre Milan où ils perdent de 24 points, c'est que des défaites de 10 points ou moins. Ils font -4 contre le Zénith, -1 contre le Žalgiris, -2 contre l'Olympiakos et -5 contre le Real. Ce qui peut potentiellement, et c'est là où je vais vous laisser la parole, peut être plus rassurant comparativement à un Valence qui, eux, prenait des plus gros éclats. Et j'ajouterais à ça, Romain, qu'ils ont perdu aucun de ces matchs en encaissant plus de 84 points. Donc ça reste une défense efficiente. Ça reste une équipe qui est difficile à manœuvrer. Après, c'est leur jeu, hein. C'est-à-dire qu'ils vont jamais prendre la responsabilité, eux, de prendre le jeu à leur compte. Ils vont toujours être là pour bien, bien t'emmerder, quoi. Et, à l'image de Trinkieri. D'ailleurs, ils prennent un malin plaisir à faire ça. Alors, eux, pour le coup, comme le Zénith, ils m'ont surpris. Enfin, je trouvais que l'équipe sur le papier moins forte que l'an dernier, avec de moins bonnes individualités, avec, c'est dur pour moi de dire ça, mais plein de joueurs que je ne connaissais pas, et des joueurs que je mésestimais, comme Jalen Reynolds, dont j'avais un très mauvais souvenir des passages au Zénith, notamment, et, et Baldwin, j'avais un très mauvais souvenir de son passage à l'Olympiakos et à Portland, et alors là, mais eux, il y a un vrai jeu collectif, tout le monde peut remplacer tout le monde. Il y a quelques mecs qui sont capables de sortir leur épingle du jeu, hein, mais euh, je vais juste être un petit peu dur, moi, avec le joueur qui, en ce moment, selon moi, est un écueil important à cette équipe, c'est Leon Radosevic, voilà, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui starte quasiment tous les matchs. Et donc, le dernier match contre Milan que j'ai regardé avec peine, qui a été vraiment une calamité, hein, une bouillie de basket avec une évaluation collective à 32, hein, un record incroyable. Euh, ben, Radosevic, voilà, je l'ai trouvé, je trouve que c'était un frein à la fluidité qu'on constate nous depuis le début de la saison avec le Bayern. On expliquait qu'il y avait toujours soit Zipser qui sortait, soit Lucic, Sile, Baldwin, n'importe qui, Weiler-Bab. Et là vraiment c'est le seul match pour lequel je peux formuler une inquiétude, dans le sens où je ne pensais pas le Bayern capable de jouer aussi mal, sans que l'adversaire soit sensationnel finalement. Donc, pour essayer de synthétiser mon propos, euh, je ne suis pas inquiet du niveau de performance global, je suis plus inquiet de la hausse du niveau de jeu de ses concurrents directs pour la qualification. Parce que pour eux, le calendrier est plus éparse, donc il y a le seul groupe
de matchs difficiles qu'ils vont avoir, c'est entre la 30e et la 34e journée, donc tout à la fin, avec Anadolu, Valence, Fener, Zalgiris et Barça. Donc potentiellement que des équipes qui vont jouer les places de classement pour les playoffs. Sinon, le reste, ça peut aller. Donc, s'ils arrivent à bien gérer et à continuer sans modifier leur jeu, à être ce poil à gratter, bah, ils seront en bonne position en tout cas pour essayer de se qualifier. Si en revanche, là il y a besoin d'un petit réajustement, je pense, mais s'ils n'arrivent pas à réajuster ce petit truc, je ne sais pas quoi, mais qui va leur permettre finalement de continuer à performer de la même manière, bah là ça va s'étioler peu à peu. De toute façon, ils sont déjà un peu plus lisibles qu'au début. Donc voilà, je pense que eux ils seront 9e, vraiment, à la fin. Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Bayern? Est-ce que tu as une petite inquiétude? Est-ce que pour toi, ça va rentrer dans le rang? Ou est-ce qu'ils vont connaître un moment où ils vont se relancer et ils vont pouvoir reprendre leur marche en avant cette saison? Alors, je pense être un petit peu plus optimiste qu'Olivier par rapport à cette équipe-là. Moi, c'est une équipe que j'attendais vraiment pas en début de saison et qui m'a quand même vraiment impressionné. Même s'ils sont effectivement sur une série de défaites sur les 8 derniers matchs qui est intéressante à prendre en compte parce qu'il y a quand même 5 matchs perdus sur les 8 journées, comme tu l'as mentionné. Effectivement, les défaites étaient très serrées. Ça s'est joué sur un match serré, mais il y a quand même une victoire référence face au Zénith 82-80 dans un match où voilà, c'est des matchs de money time, c'est des matchs qui sont durs à aller prendre, et une victoire face au Barça également 90-77. Donc face à des grosses équipes, je pense que là on est vraiment dans la définition de l'outsider ultime, c'est-à-dire cette équipe qui peut toujours renverser le plus grand que lui sur un match. Et ce que j'aime particulièrement aussi, c'est la dimension ultra athlétique, extrêmement physique qu'elle propose. C'est incroyable. Exactement. Et l'avantage aussi quand tu as ça, je pense, c'est que si tu n'as pas la qualité basket ou si tu n'as pas l'adresse sur un match, tu pourras toujours compenser par cette agressivité, par ces joueurs qui vont donner des fautes, qui vont être dans cette intensité. Des joueurs comme Jalen Reynolds et Wade Baldwin, en plus, ont profité de l'absence de Lucic pour se montrer, et je trouve qu'ils sont vraiment super intéressants. Et donc là où Valence, justement, a peut-être pas ce joueur capable de changer la donne, eux ont déjà Vladimir Lucic, qui est quand même un joueur de qualité supérieure, en tout cas je le considère comme tel, et on sait qu'un Wade Baldwin ou un Jalen Reynolds peut aussi avoir un très gros impact, quasiment un match sur deux, quoi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On parle aussi des Paul Zipser, des Weiler Bab, tu les as mentionnés, qui eux aussi apportent des choses. Denis Sillet, que je connaissais pas trop et que j'ai découvert aussi avec plaisir. Et puis voilà, Andrea Trinchieri avec tout son bagage qui, moi, arrive vraiment à me convaincre. Le calendrier me paraît un peu plus favorable et moins difficile que celui de Valence par rapport à son organisation. Comme tu l'as dit, c'est plus éparse. Et du coup, je pense qu'ils vont réussir à se maintenir dans le top 8. Romain, tu en penses quoi, toi? Eh ben moi je me suis un petit peu dévoilé tout à l'heure, c'est que le Bayern, j'ai moins d'inquiétude. Alors vous le mentionnez, il y a le calendrier qui joue, moi il y a les victoires. Et tu as mentionné un point intéressant, Olivier, c'est le petit ajustement qu'ils ont besoin. Et du coup, je suis allé chercher quelques statistiques, encore un comparatif de victoires-défaites. Et finalement, j'en viens à me dire que le petit ajustement, ben, je vais l'appeler la forme de Lucic. Je m'explique. Avec lui, quand il est présent dans l'effectif, ils ont un bilan de 9 victoires, 6 défaites. Sans lui, c'est un bilan équilibré de 3 victoires, 3 défaites. Euh, et ensuite, je me suis penché sur les évaluations et les apports de points. Et lorsque Lucic tourne à 21,22 d'évaluation, l'équipe gagne. C'est le quatrième joueur dans la compétition à ce niveau-là. Il est dans le top 4 des meilleures évaluations lorsque son équipe gagne. Par contre, quand Lucic est dans un jour sans, il est plus qu'à 10,5 et pointe quasiment à la 50e place dans la compétition. Ouais, le gap est énorme. Et il est énorme et ça prouve bien l'influence qu'il a. Euh, En termes de points, c'est pareil. Lorsque Lucic dépasse les 15 points dans les victoires, c'est ce qui arrive et il tourne à 15,5 points. En cas de défaite, il est sous les 10 points de moyenne. Euh, et il y a un petit truc qui moi, m'intrigue. Euh, je ne sais pas comment l'interpréter, mais c'est que Jalen Reynolds, qui
et concrètement un de nos chouchous cette saison aussi en tant que joueur, qui apporte tellement dans sa dimension physique, et bien finalement, c'est quand lui est un peu plus en retrait statistiquement que l'équipe gagne. Quand il gagne, le Bayern, Reynolds est à 16,17 d'évaluation pour 12,7 points. Quand le Bayern perd, il augmente ses deux statistiques. Il tourne à 16,5 points et 15,4. Il est à 16,5 d'évaluation pour 15,4 points. Et c'est le seul parmi les trois grosses têtes d'affiche que sont Lucic, Reynolds et Baldwin dans cette équipe qui augmente ses statistiques. Du coup, pour moi, peut-être que on a besoin du côté du Bayern d'avoir un Lucic en forme qui va peut-être prendre un peu plus de responsabilité que Reynolds et qui va lui laisser des tâches beaucoup plus physiques qui sont plus dans son rôle. Donc pour moi, le Bayern a vraiment besoin que le Serbe retrouve une forme étincelante, ce qu'il avait en début de saison, et il était incroyablement beau à avoir joué, pour peut-être reprendre une marche en avant et accrocher un top 8. Pour moi, l'explication, il y en a peut-être plusieurs, évidemment. Lucic ne peut pas faire la différence à lui tout seul. Mais finalement, j'ai l'impression que quand lui est en bonne santé, le Bayern l'est aussi et, et exploite son potentiel avec, comme vous le dites, des joueurs qui sont capables de tous se mettre au diapason et, et qui ont une différence avec ceux de Valence. Donc pour moi, l'explication, alors je me trompe peut-être, mais je pense que Lucic est une des clés pour la suite de la saison du Bayern. Je suis entièrement d'accord. Pareil. Enfin, moi, Lucic, bon, alors la comparaison s'arrête très rapidement, mais il me fait beaucoup penser à Luc Sikma du côté de l'Alba Berlin. C'est un joueur qui a un impact, mais qui va au-delà du scoring. Enfin, c'est pas un joueur majeur de l'équipe dans le sens où il va apporter que du scoring. C'est même dans le jeu de passe, dans sa façon de se positionner sur le terrain, sa présence au rebond et sa présence défensive. C'est un joueur qui a un impact global. Parmi les meilleures évaluations de l'Euroleague, pour moi, c'est peut-être le joueur qui a le plus de polyvalence dans le jeu, dans son apport. Mais à mon sens, ça peut être profitable aussi à cette équipe parce qu'il a cette capacité à se mettre en retrait quand les autres sont en forme, ou au contraire, souvent d'ailleurs dans les quatrièmes quart-temps, de se réveiller quand il y a besoin d'aller chercher les paniers. Je te rejoins sur la comparaison Sigma-Lucic. Je vois ce que tu veux dire, c'est sur la dimension métronomique du joueur. Parce qu'effectivement, c'est pas les mêmes profils, mais ils ont besoin de lui. Moi, deux choses qui m'inquiètent, parce que oui, sur l'ajustement, c'est tout à fait vrai, il faut que ce soit Lucic qui prenne les rênes de cette équipe. Mais c'est un joueur qui est très injury prone. Et il a Malheureusement. il a une telle dépense physique que on comprend pourquoi il se blesse, hein. Les épaules notamment, on le connaît bien. Euh, je crois que le Bayern a bénéficié grandement, jusqu'à au moins la moitié de la saison, du fait qu'on les prenne pas au sérieux. Vraiment. Parce qu'ils ont un coach rigolo avec son gros ventre, sa barbe et le fait qu'il fasse le clown. Mais ils maîtrisent tellement bien ça. Trinkieri, déjà au Partizan, il faisait ça, hein. Eux, on les prenait vraiment pas au sérieux avec leur franchise player Lucic, qui aurait dit que Lucic allait être franchise player, hein, même si je sais que c'est pas un terme très usité en Euroleague. Mais en gros, euh, quand ça va se resserrer, ils vont envoyer des joueurs en mission sur Lucic. Alors, il va performer, mais typiquement, si on a un Fenerbahçe Bayern Munich, si il a Guduric ou Deschamps-Pierre sur lui, ça va être beaucoup plus difficile. Euh, En gros, je vais formuler ma question autrement. Je pense que le Bayern est capable de continuer à performer, mais en cas de rush et d'une bataille à 3 pour la 8e place, on va dire, vous voyez qui s'en sortir entre le Fener, le Maccabi et le Bayern pour accrocher la 8e place? Vous voyez ce que je veux Moi, je dire? dirais, enfin, franchement, je vois le Fener, je le vois plus haut que ça. Euh, mais Mais après, si je dois faire un qui sort du choix, top 8 alors? Parce que si vous voyez Valence et le Bayern dans le top 8, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Alors moi, je vois pas Valence. Par contre, je serais pas étonné que le Žalgiris, voire l'Anadolu, s'ils continuent sur D'accord. leur rythme, sortir. Et à ce moment-là, ça libère le poste pour le Bayern. Mais moi, Bayern, je les vois quand même en playoff. Ok, ok. alors moi, J'entends. l'Anadolu sort pour moi. Enfin, il y a trop
trop de problèmes dans l'effectif, là, dans le collectif pour. Enfin, j'ai l'impression qu'ils vont pas confirmer. Valence, alors moi, j'ai envie de les voir. Si ma raison parle, oui, ils peuvent être 9 10e. Après, alors là, c'est vraiment parce que j'aime pas du tout, mais je vois pas Milan continuer sur leur lancée. Vraiment. Quitte à ne pas être en play-off? Ouais, quitte à pas être en play-off, vraiment. Ah ouais. Mais c'est un ressenti personnel, c'est un vrai Mhm. ressenti personnel. C'est que depuis le début de saison et même depuis la prépa, ils ne me séduisent pas. Ah, je comprends tout à Alors, ils fait. gagnent très bien, mais ils ne me séduisent pas. Et je me dis qu'à un moment, ça va s'arrêter. Je ne leur souhaite aucun mal, mais je me dis qu'à un moment, ça va s'arrêter au profit d'une équipe comme le Fener ou comme le Bayern, tu vois. Mais je te rejoins pour Milan enfin, je te rejoins. Moi, je pense qu'ils vont se qualifier, hein, parce que l'équipe est beaucoup trop forte pour qu'ils ne soient pas Ah, mais qualifiés. c'est possible, hein. C'est possible. Mais en prenant en considération le niveau individuel de leurs joueurs, je, pour moi, donc c'est très subjectif, mais c'est l'équipe la plus pénible à voir jouer. Je préfère voir jouer le Maccabi que Milan cette année. Alors que j'aimais bien voir jouer Milan l'an dernier. Cette année, c'est pénible, c'est difficile de les regarder, quoi. Mais alors là, je partage, mais amplement, amplement. Et même Mais sur du leur coup, victoire, le blowout contre le Bayern, là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont refusé le défi physique du Bayern, qui d'entrée a essayé d'impacter ça, et ils se sont basés sur ce qu'ils font d'habitude, à savoir la gestion du tempo et le shoot externe. Et bah, c'est un jour où ça rentrait, et ils ont les talents pour le faire, mais oh là là, c'est pénible, quoi. avec un calendrier pour Milan Favorable. voilà, est favorable, hormis une petite période début mars où il va falloir enchaîner Fener, Zalgiris, CSKA, Barcelone. Euh, bon, mais ils ont relativement un calendrier favorable pour eux. Donc à voir, à voir. Mais effectivement, c'est une question. Euh, Si vraiment on doit en choisir un, je pense que Valence dégage avec l'Anadolu dans la course au play-off, faire de la place pour le Fener et pour le Bayern. C'est vrai que le Bayern a peut-être plus les armes. Vous m'avez convaincu, le Bayern a peut-être plus les armes que Valence. Après, rien n'est jamais acquis dans ce sport, loin de là, et Surtout qui cette sait année ce en qui Euroleague. arrive. Exactement, surtout cette année, qui nous donne une saison incroyablement dense pour les 17 premiers, et puis il y en a un qui ferme la marche. Les pauvres. On commence à parler du Kimki, je crois que c'est l'heure de ta chronique. C'est le meilleur moyen de faire une transition vers la fin de l'émission. Est-ce que plus sérieusement, vous avez quelque chose à dire pour clore le débat, ou est-ce que je passe à la chronique? Pour clore le débat et dire un mot sur le Kimki, parce que je peux pas ne pas dire un mot sur le Kimki en étant de retour, je salue, vraiment, je salue la décision du comité directeur, hein, du Kimki voilà, d'avoir cessé sa collaboration avec Rimas Cortinaitis, parce que c'était pas possible, c'était plus possible, et pourtant j'adore ce personnage. Je sais pas si ce sera mieux, il fallait faire quelque chose, ils l'ont signifié. Ils ont montré qu'ils n'étaient pas dans l'idée de continuer à accumuler les stars a priori, puisqu'ils vont laisser partir Jonas Jerebko et Greg Monroe. Alors peu importe la manière dont ça se fait, c'est ce qu'il faut faire. Donc ça va pas solutionner la problématique du jeu, ça c'est sûr. Ça va continuer à être médiocre, et ils vont continuer à enchaîner les défaites. Mais visiblement, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait agir. Pour le mieux, je sais pas. Mais ça a le mérite d'arrêter de fermer les yeux et de continuer à percuter le mur, quoi. Très bien. Olive a eu son moment Kimki, et pour une fois, c'est positif. Place à la chronique, du coup? Yes. À toi l'honneur. Allez, c'est parti. Je me lance. J'essaye d'être sérieux. Les amis, il est des hommes que la nature dote de sens développé plus que les autres. Entre ceux nés sous une bonne étoile, transformant tout ce qu'ils touchent en succès, et ceux qui possèdent la capacité de transcender la foule sur un éclair de génie, le sport regorge d'une constellation de talents. Rares sont ceux qui arrivent à combiner les deux, leur permettant ainsi d'entrer dans une autre catégorie, celle des légendes. Pour coller un peu plus avec l'actualité, la soirée d'hier en est le parfait exemple.
Les amateurs de foot US ont donc pu voir Patrick Mahomes et Tom Brady se qualifier pour le prochain Super Bowl. D'un côté, le petit prodige qui ne semble avoir aucun problème avec le mot précocité, tant il semble parti pour bouleverser cette ligue, et de l'autre, une icône titrée à 6 reprises qui va disputer sa 10e finale en carrière à 43 ans. Si je prends des chemins détournés en parlant d'un sport qui n'est pas le nôtre, c'est pour mieux arriver là où je voulais en venir. Car cette semaine, la sensation de voir évoluer sous mes yeux quelqu'un de spécial s'est manifestée et confirmée devant le match CSK Fenerbahçe. Le meilleur hommage que je puisse lui rendre est d'en parler avec la petite tribune que l'on me donne lors de nos émissions. Du coup, je n'ai pas peur des mots et, messieurs, je vais probablement être dans l'abus tout au long de cette chronique pour vous parler de Johnny Hamilton. Voilà, maintenant que j'ai plombé le climax de mon annonce, je peux donc reprendre pour parler de Nando De Colo. Oui, car comme j'ai pu en discuter avec mes compères, je trouve que l'on ne mesure pas encore à quel point NDC est en train de marquer notre sport. À 33 ans, le fervent supporter du RC Lens possède un palmarès assez rare chez un joueur européen. Double vainqueur de l'Euroleague, vainqueur de l'Eurocup, il possède les 3 différentes couleurs de médailles avec l'équipe de France, ainsi que des distinctions personnelles tout aussi importantes avec le trophée de MVP de l'Euroleague, du MVP du Final Four, celui de meilleur scoreur, etc., etc. Ce qui marque le plus chez lui depuis un bon moment, c'est cette impression visuelle qu'il nous donne. Cette manière de nous expliquer à nous, simples mortels, que le basket est facile. Non, ce n'est pas normal de voir un angle de passe au-delà des degrés que la nature nous a offerts, de réaliser des exploits chaque semaine et avoir ce regard de tueur sans jamais laisser une émotion sortir avant que la mission ne soit définitivement terminée. C'est pas normal non plus de tellement maîtriser ses fondamentaux que même le surnom de Monsieur Propre n'est pas assez fort pour le qualifier. Bref, si respirer est automatiquement naturel chez vous, bien jouer au basket l'est aussi chez Nando. Et non, je refuse toute critique envers lui, sauf si c'est pour dire que son seul défaut, c'est d'être trop fort. Regardez à quel point il fait la pluie et le beau temps dans son équipe. Sans lui, le Fenerbahçe est un navire qui chavire. Avec lui, c'est un tank blindé qui ne s'arrête devant rien ni personne, mais qui a quand même la fleur au bout du canon juste pour vous dire « Je vais t'éclater, tu le sais, mais je vais le faire avec classe ». J'aurais pu faire une chronique avec beaucoup d'humour, mais j'ai choisi la voie de l'hommage. Oui, cette semaine encore, il y avait de quoi faire tourner le moulin de mon imagination à grande vitesse pour se taper des barres, mais bon allez, Corentin est pas là et de toute façon c'est lui qui me demande en coulisses d'écrire des conneries. Alors, je vais faire une parenthèse et joue les prolongations pour m'attarder 2 secondes sur un sujet. Les gars, sans déconner, vous pensez qu'il l'a justifié comment sa non-faute sur Sloukas, Kevarius Ice? Vous pensez que le mec a utilisé l'argument qui dit qu'en NBA c'est pas trop la tradition? Le mec est ni drafté et n'a pas joué dans la grande ligue. Vous pensez qu'au moment où il s'est mis devant le grec, il s'est mis à invoquer l'esprit de Tony Allen en chantant First Team All Defense? Ça me fait quand même quelque chose de le voir autant en difficulté, celui-là. L'aventure ne devrait pas durer très longtemps avec Lasvel, et en même temps, j'ai pas trop d'inquiétude pour lui. Si son agent n'est pas trop mauvais, il devrait lui trouver une place dans un club un peu pigeon, capable d'accepter. Vitoria, voilà, merci Olivier, t'as bien cerné ce que je voulais dire. Le club dont la raquette est aussi efficace, non, pardon, est aussi inutile que les arguments du Kimki pour nous faire croire au mot collectif. Le club où Tony Djekiri en vient faire moins peur que Bou dans Monstre et compagnie, et où Iliman Diop est à 10 matchs en dessous d'une évaluation collective en 16 apparitions. Ça fait beaucoup, mais il y a de la place pour Kevarius Size. Bon, parenthèse refermée, revenons à notre sujet afin de conclure. Nando De Colo, c'est un peu ce héros qui découvre rapidement qu'il a un pouvoir particulier. D'abord, il apprend, se familiarise avec celui-ci, puis il engrange les différentes expériences, bonnes comme mauvaises, avant de maîtriser parfaitement son art et se révéler comme étant l'élu qui vient ramener le bien dans le monde. Sans extrapoler, Nando De Colo, c'est ce mec du Nord doué pour la balle orange, qui a le super pouvoir de nous faire super kiffer chaque match qu'on voit de lui. Et avant même que la fin de sa carrière pointe le bout de son nez, accordez-moi la possibilité de lui dire un super merci. À la semaine prochaine, les amis. Merci pour ta chronique. C'était top. Voilà, il fallait que... Nando mérite l'hommage. J'y pense par rapport à l'émission Awards que vous avez fait où j'étais en train de bondir en l'écoutant. J'étais en train de dire mais non, mais pas du tout. Et on avait discuté de faire un top 30 Euroleague. Voilà, moi le meilleur joueur d'Euroleague selon moi c'est Nando De Colo. C'est pas le plus flamboyant, c'est pas le plus brillant, mais c'est le plus efficace.
c'est le joueur le plus valuable, voilà. Je cherchais le terme le plus valable pour un collectif, pour l'équipe et pour le basket. On parle beaucoup de ses compères de l'équipe de France qui sont très très forts et qui brillent outre-Atlantique, mais je pense qu'on mesurera à l'image de Antoine Rigaudot, et donc je pèse mes mots, hein, mais on mesurera à l'image d'un Antoine Rigaudot la portée sur le basket, sur le collectif du basket et donc sur le basket français qu'aura Nando De Colo qu'une fois que sa carrière sera terminée. Voilà, merci Nando. Je suis d'accord et il fallait lui rendre hommage. J'ai vraiment un amour inconditionnel pour Nando De Colo. Voilà, il éclabousse de son talent et de sa classe le basket européen. Et je trouvais que c'était la bonne semaine avec son super match pour en parler parce que vraiment, définitivement, je suis convaincu qu'on n'en parle pas assez et qu'on loue pas assez ses qualités. Et ceux de son coiffeur. C'est son coiffeur. Messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot? Moi, j'en ai un, mais je vais vous laisser la parole avant de conclure. Alors, est-ce que c'est un petit mot pour une personnalité qui vit à Kuala Lumpur? Exactement. Ah bah On a vas-y une alors. pensée, on a une pensée pour l'ami Benjamin qui connaît Romuald, du coup, bon, Romuald fait partie de la team, mais n'a toujours pas daigné nous rejoindre sur des émissions. Et du coup, voilà, c'est pour passer un coucou à Benjamin, du coup, qui est en Malaisie, à Kuala Lumpur, et qui nous écoute. Ça fait extrêmement plaisir de savoir qu'on est écouté à l'autre bout du monde. Donc, Benjamin, toutes nos salutations, et Ouais. c'est cool que tu nous écoutes. Et merci de nous rejoindre sur cette aventure de l'Europe, Benjamin. Merci beaucoup. Messieurs, est-ce qu'on conclurait pas là, même si je sais qu'on aura envie de discuter pendant des heures et des heures. Euh, on se quitte là-dessus et puis on se dit à la semaine prochaine. Parfait. Yes. Salut à Bonne Allez, tous. Merci soirée. beaucoup. Au revoir. salut à tous, à la semaine Ciao. prochaine.